Bonjour à toutes et à tous. Pour clôturer cette matinée, vous me retrouvez, j'étais aussi sur la relocalisation pour les achats responsables. Et puis je reviens là avec une autre casquette que j'ai eue dans ma vie professionnelle en lançant Territoire d'Industrie et une réflexion sur comment on peut consolider l'économie de nos territoires et enrayer en partie leur déclassement. Alors je vais naturellement vous parler de désindustrialisation dans les territoires et des clés de notre réindustrialisation au niveau national et comment les territoires peuvent s'en emparer à la lumière de l'expérience qu'on a pu avoir sur Territoire d'Industrie. Alors j'aime bien commencer ces présentations par un petit topo. Certains peut-être ont déjà vu, c'est transparent, hein, pour rappeler qu'est-ce que c'est que la désindustrialisation en France. C'est la courbe rouge. Une courbe, c'est pas toujours très parlant. On verra après des cartes plus visuelles. Mais c'est un phénomène qui a commencé en 1975. On avait 30% de la population active qui travaillait dans l'industrie. Et aujourd'hui, on en a à peu près 10%. Est-ce que cette courbe va descendre encore, remonter? Deux éléments sur cette courbe. Le premier, c'est que vous voyez qu'elle est à peu près parallèle à la courbe pointillée. La courbe pointillée, c'est l'agriculture. Essentiellement, hein, le secteur primaire, mais en France, c'est essentiellement l'agriculture. 30% de la population active travaillait dans l'agriculture à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est moins de 3%. Et ces gains-là, c'est entièrement des gains de productivité. On ne produit pas moins, on produit même plus, mais on produit avec moins de personnes. Et donc la question qui peut se poser pour l'industrie, c'est est-ce que la courbe rouge va suivre la même courbe? Elle contient déjà pas mal de gains de productivité, la courbe rouge. Est-ce qu'elle va continuer ou pas, à la lumière de ce qu'on a vu sur l'agriculture? La deuxième question que pose cette courbe, c'est ce qu'on connaît tous, c'est l'exode rural. La courbe pointillée, derrière, vous avez des villages entiers qui sont devenus des villages morts, parce que simplement la population rurale qui vivait de l'agriculture n'a plus d'activité avec les gains de productivité, la mécanisation, et a laissé derrière elle un nouveau territoire d'aménagement, un nouvel aménagement du territoire. En elle, la courbe rouge pose la même question, pas pour les villages ruraux, mais pour les villes moyennes, autour desquelles se concentrait l'industrie. Alors pourquoi les villes moyennes? Parce qu'il faut que ce soit quand même assez grand pour avoir un bassin d'emploi, pour pouvoir recruter des gens. Quand vous avez 200 personnes à mettre dans une usine, ce n'est pas 5 ou 6 personnes d'une exploitation agricole. Donc il faut déjà un premier niveau. Et puis il ne faut pas que ce soit trop grand, parce que sinon vous avez de l'étalement urbain, de la concurrence entre des zones résidentielles et des zones industrielles, où c'est les zones industrielles qui perdent à tous les coups. Donc la ville moyenne était bien le lieu où s'est développée l'industrie. Et aujourd'hui, elle est remise en question dans son modèle économique par cette désindustrialisation. Alors on le voit assez bien sur cette carte, là on sort des chiffres macroéconomiques et on commence à rentrer sur quelque chose d'un peu plus visuel et émotif. On a tous de la famille ou une maison de vacances ou un lieu préféré pour aller passer quelques jours en France. Donc quand on a une carte sous les yeux, on se projette dans un territoire qu'on connaît. Et ce qui est assez impressionnant en fait et qu'il faut bien assumer, c'est qu'en à peu près 50 ans, 40 ans, on a perdu sur la moitié du territoire français 25% des emplois, sans les remplacer, avec la désindustrialisation. La ministre en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, disait lundi que la carte de la désindustrialisation collait à peu près avec la carte des Gilets jaunes. C'est partiellement vrai pour le nord-est de la France. Il y a eu aussi des phénomènes de gilets jaunes dans le sud et dans le sud-ouest de la France que cette carte ne démontre pas. Mais assez clairement, cette désindustrialisation a créé une souffrance territoriale très forte qui a alimenté des sentiments de laisser pour compte, de laisser sur le trottoir, de la mondialisation, de la digitalisation. Et c'est un enjeu qui dépasse simplement l'enjeu de l'industrie, c'est un enjeu de cohésion territoriale, de cohésion du pays qui est devant nous. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que c'était évitable ou pas? Est-ce que c'est une fatalité, la désindustrialisation? Et s'il y a une partie de la désindustrialisation qui est une fatalité, parce qu'il y a des gains de productivité, parce que le monde a changé depuis les chocs pétroliers, il y en a une partie qui est un choix collectif que nous avons fait. Et j'illustre ici une décennie qui est difficilement explicable collectivement, qui est notre décennie 2000-2010.
Dans la décennie des années 90, alors je vais reprendre d'abord, en 1989, vous avez chute du mur de Berlin. L'Allemagne, qui est notre pays de référence en Europe, qui nous ressemble quand même pas mal sur le modèle social, intègre l'Allemagne de l'Est et restructure un outil productif qui était extrêmement peu efficace. Et c'est la courbe descendante que vous voyez dans la portion 1 sur l'Allemagne, c'est la restructuration de l'industrie de l'Allemagne de l'Est. Au milieu des années 90, l'Allemagne a fini sa restructuration et on est sur quelques années où la France et l'Allemagne continuent à développer leur industrie, je dirais, à la vitesse de la croissance générale. À cette époque-là, la France pèse en valeur ajoutée la moitié de la valeur ajoutée industrielle allemande. Valeur ajoutée allemande 2 fois plus forte que la valeur ajoutée industrielle française. Et pendant cette décennie-là, on s'est préparé en France. Pour ceux qui étaient à la table ronde sur les achats, c'était assez illustratif. Les acheteurs des grands donneurs d'ordre français, pendant cette période, 95-2000 à peu près, ont préparé la mondialisation, ont préparé des outils pour aller sourcer leurs fournisseurs à l'autre bout du monde pour massifier les achats. Et on a lancé entre 2000 et 2010 une deuxième phase de désindustrialisation en France, c'est la courbe rouge là, dans la portion 3, qui fait que finalement on est passé de 2 fois plus petit que l'Allemagne à 3 fois plus petit que l'Allemagne. Le chiffre exact est 2,83. Notre valeur ajoutée industrielle est 2,83 plus faible que celle de l'Allemagne. On est le tiers de l'Allemagne en termes d'industrie. Alors, comment ça s'explique? C'est assez difficile. Honnêtement, est-ce que c'est parce qu'on a cru trop fort aux thèses de mondialisation et libérale? Est-ce que c'est parce qu'on a des grands groupes qui se sont mondialisés? Nos fleurons français ont une particularité. Ils sont les seuls groupes avec des étiquettes nationaux qui ont 6 salariés sur 10 en dehors du territoire national. La référence, c'est plutôt 4 à 5. Donc on a des grands groupes français, nos fleurons, qui sont internationalisés. Ça a fait leur fortune, leur croissance, mais ils l'ont fait en peut-être misant plus sur d'autres territoires que le territoire français. Est-ce que c'est qu'on a cru trop fort à la société de la connaissance, qui ferait qu'on soit au niveau de la consommation et de la conception et qu'on laisse la production à d'autres pays? Il est assez, encore une fois, on a fait pas mal de recherches sur le sujet, difficile à expliquer, mais le constat, c'est que ce n'était pas une fatalité. L'Allemagne l'a démontré en gardant son industrie. Et nous avons continué à désindustrialiser jusqu'en 2009, où après les crises financières, il y a eu une prise de conscience. 2009, c'est aussi la date des États généraux de l'industrie, lancés par le gouvernement Sarkozy, puis prolongé par les gouvernements Hollande, par les plans Montebourg, le rapport Gallois. Et puis aujourd'hui, sous la présidence d'Emmanuel Macron, il y a d'autres initiatives qui ont été prises pour l'industrie. Donc on a compris à partir de 2009 qu'on était sans doute allé trop loin. Si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour redévelopper l'industrie aujourd'hui? Alors je vais vous donner des chiffres macroéconomiques parce que je trouve qu'on n'en donne pas. Alors toujours, ça fait des milliards, ça sonne beaucoup, ça fait beaucoup de zéros, mais on ne donne pas toujours toutes les grandes indications. Il y a un sujet qui a explosé, qui est apparu avec la crise et qui est devenu majeur, qui est la sécurisation des approvisionnements et avec la relocalisation. En fait, ce qu'on se rend compte, et je vais le préciser, c'est qu'on a à peu près 10 à 20 milliards d'euros de valeur ajoutée à relocaliser en France pour sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. 20 milliards d'euros, c'est 200 000 emplois directs, pour que vous le... Voilà. Et c'est, allez, on va prendre des usines de 200 à 300 personnes, c'est 400 à 500 usines. Si vous avez 200 territoires industriels, ça veut dire 2 à 3 usines par territoire. C'est une bouffée d'oxygène pour ces territoires qui ont été, je dirais, complètement suffoqués par la mondialisation, qui sont sentis mis de côté du récit économique de notre pays, qui a misé beaucoup sur les services à valeur ajoutée, et donc nos métropoles, y compris les métropoles régionales, qui ont beaucoup tiré leur épingle du jeu. Il y a un deuxième axe dont on parle beaucoup, souvent en France, qui sont les nouvelles filières. Là, 30 à 40 milliards d'euros potentiels de valeur ajoutée, on y reviendra, sans doute sur un horizon de temps plus lointain, parce que faire des nouvelles filières, et on pense naturellement à l'hydrogène ou à la mobilité électrique, ça va prendre plus de temps que de relocaliser des productions qu'on connaît déjà et qu'on saurait faire en France, même si sans doute il faut les faire différemment pour être plus compétitifs.
Et puis on a un énorme inconnu, on en parle beaucoup, ça fait partie des programmes gouvernementaux, mais on ne sait pas le peser, et je vous expliquerai un peu pourquoi on ne sait pas le peser aujourd'hui, qui est la modernisation de notre outil productif. La seule chose qu'on sait dire aujourd'hui, c'est que l'outil productif français est à peu près 2 fois plus âgé que l'outil productif allemand. 9 ans pour l'outil productif allemand et à peu près entre 18 et 20 pour l'outil productif français comme âge moyen des machines qui sont dans nos usines. C'est sûr que si on reste avec un outil productif aussi vieux, les fermetures d'usines continueront parce que les performances économiques ne seront pas là. Donc il y a un souhait collectif de le moderniser. Combien ça va coûter? Qu'est-ce que ça va rapporter à la France? Là-dessus, il y a une inconnue que je vais essayer de vous préciser. Alors prenons-les dans l'ordre. Ça, c'est un diapositive que j'utilise souvent. On a fait une étude PwC, mais les chiffres sont confirmés par nos amis d'Accenture. Il y a à peu près 100 milliards d'euros d'importation qu'on peut qualifier de stratégiques sur 450 milliards d'importations, hein, donc c'est un 20%. Des choses que les directeurs d'achat, hein, c'est ça qui est important, ce n'est pas des calculs simplement sur de la donnée, on est allé voir des directeurs d'achat qui nous ont dit là-dessus, sur ces 58 catégories qui pèsent ces 115 milliards d'euros d'importation, on a un vrai souci pour l'avenir. On a un souci en sécurisation d'approvisionnement, on a un souci par rapport aux stratégies de RSE de nos entreprises. On fait balader des pièces, elles font 3 fois le tour du monde. Si on fait le bilan carbone, c'est catastrophique. Donc là-dessus, on a un vrai souci. Il faudrait avoir une capacité de production qu'on ne trouve pas en France et à proximité. Potentiel de ça, donc comme je vous le disais, 10 à 20 milliards de valeur ajoutée, 200 000 emplois. Ça, c'est le premier axe d'une réindustrialisation qui est en cours, qui n'a pas été facile. Hein. Quand on a lancé le débat, je vous rappelle une tribune, la relocalisation, une fausse bonne idée d'une brillante économiste. Aujourd'hui, le sujet est à peu près plié, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va falloir relocaliser, mais on sait qu'il va falloir le faire de manière sélective et proportionnée aux enjeux. La troisième chose qu'on sait là-dessus, c'est qu'on ne va pas relocaliser pour relocaliser, il faut répondre à une demande. Donc c'est important de travailler main dans la main entre les fournisseurs et les donneurs d'ordre. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer ce matin. Deuxième axe de réindustrialisation dont les territoires peuvent profiter, ils seront les premiers à en profiter, clairement, c'est les nouvelles filières. Alors le document de référence, si vous voulez en consulter qu'un seul sur le sujet, c'est le rapport dit rapport Potier, du nom du patron de Air Liquide, qui liste 22 filières sur lesquelles la France pourrait devenir un leader, dans lequel vous trouvez naturellement le bâtiment intelligent, l'hydrogène, les produits biosourcés, les nouveaux composants. On a beaucoup travaillé sur les filières en France, c'est sans doute une bonne piste d'avenir. Je pense, c'est un peu notre point de vue, que si le potentiel est énorme, il n'est pas immédiat, c'est plutôt un horizon de temps, comme je disais, à 5-10 ans. Et que la tension qu'on a dans nos territoires, qui ne trouve plus la place dans le récit économique et même dans le récit national, avec des mouvements violents, tous les cas d'apparence extrêmement violente comme les gilets jaunes, on ne répondra pas à cette attente-là en disant « attendez encore 5 ans » ou 10 ans, on va faire la filière de l'hydrogène. Il y a besoin d'une réponse politique plus rapide, plus immédiate, qu'à notre avis, la relocalisation peut offrir comme un premier levier qui est certes limité, mais qui a cet avantage de pouvoir le faire rapidement. Et puis la troisième inconnue qui est de l'équation, celle sur laquelle on ne s'est pas tellement chiffré, c'est on a cet outil productif qu'on a laissé se vieillir pendant 40 ans, en expliquant que l'industrie n'avait plus sa place dans le récit économique français, qu'on concevait les produits, qu'on les consommait, mais que ça nous suffisait à alimenter notre valeur ajoutée du pays. Et on s'est rendu compte, comme je disais, à partir de 2009, de l'impasse de ce discours économique. Néanmoins, aujourd'hui, on a un outil productif qui est vieillissant. Et il faut arriver à le rajeunir pour le rendre efficace. Quand on discute avec des donneurs d'ordre sur la relocalisation, ils vous disent souvent je trouve mon produit en France, mais il n'est pas compétitif. Et il n'est pas compétitif parce que les usines françaises sont vieilles. S'ils étaient aussi bien équipés que des usines tunisiennes, roumaines ou polonaises, dans ces cas-là, on pourrait être compétitif. Parole de directeur d'achat, donc la personne qui signe le bon de commande. Si on veut moderniser et qu'on prend
des références qui peuvent être celles de l'Allemagne ou celles qu'on trouve dans les gains de productivité liés à la digitalisation, on pense qu'on peut faire globalement un gain de productivité de l'ordre de 20% dans notre outil productif. Ça représente 40 milliards de valeur ajoutée. Une des questions derrière, c'est qu'est-ce que l'industrie française fera de ces gains de productivité? Est-ce qu'elle fera ce qu'elle en a fait auparavant, c'est-à-dire qu'elle les a refilés en baisse de prix à ses clients? Ou bien est-ce qu'elle en fera ce qu'on a fait l'industrie allemande, et je fais une caricature bien entendu, c'est qu'elle en fait des gains pour réinvestir, monter en gamme, innover. Et on a devant nous ce double défi qui est entre les mains des entreprises françaises. Elles doivent faire ces gains de productivité, sinon elles n'ont pas d'avenir, et je pèse mes mots. Quand vous avez 20% de gains de productivité à faire et que vous ne les faites pas et que votre concurrent le fait, je ne vous donne pas une décennie pour survivre sur le marché. Et une fois que cet investissement aura fait, qu'est-ce que vous faites de ces gains de productivité? Est-ce que vous faites le champ, je dirais le modèle historique de la France, c'est de les redonner à vos clients sous forme de baisse de prix, ou bien est-ce qu'on va rentrer dans un nouveau logiciel de réinvestissement et d'innovation? Le deuxième point d'interrogation sur notre modernisation de notre outil productif dans les grands enjeux qu'on a, c'est d'où est-ce que vont venir les nouvelles machines qui vont moderniser notre outil productif. Il y en a à peu près, alors il y a peu d'études sur le sujet, la seule celle que j'utilise aujourd'hui est issue de l'Alliance pour l'industrie du futur, dit à peu près on a besoin de 90 milliards d'euros d'investissement dans l'outil productif pour le moderniser. Ça veut dire une augmentation de nos investissements industriels de l'ordre de 10 à 20% sur 5-10 ans. C'est l'ordre de grandeur. La question, c'est que ces machines, ces nouveaux robots, ces automatismes, est-ce qu'ils vont venir de produits faits en France ou bien est-ce qu'on va les importer? Alors, il y a une question qui se pose et on a quelques idées, c'est que hélas, on va importer vraisemblablement une partie très significative si on ne se bouge pas. Aujourd'hui, il y a des programmes sur la modernisation de l'outil productif des PMI qui sont financés par l'État. Un programme qui a connu un succès fantastique, qui a même été complètement encombré en termes de traitement de dossiers. D'après ce qu'on m'a dit, mais j'aimerais bien avoir confirmation, je vous donne cette information plutôt avec un point d'interrogation. Dans les dossiers de demande d'aide, les entreprises, les PMI doivent fournir 3 devis de machines. 80% de ces devis seraient d'origine asiatique. Ça veut dire que et le reste, sans doute allemand ou italien. Donc, on doit dépenser à peu près 90 milliards d'euros pour moderniser notre outil productif. Et là, vous avez des super offres dans tout le salon. La question, c'est est-ce qu'on va acheter du Made in France pour faire tourner notre économie, recréer une filière, la filière solution pour l'industrie du futur, qui a été à l'honneur lundi dans ce salon, avec une véritable capacité d'offre, ou bien est-ce qu'on n'en sera pas capable et on va finalement importer ces machines-là. Autre inconnu sur lequel il n'y a aucun chiffre, mais qui est important pour l'investissement des entreprises, c'est qu'on est clairement dans un cycle d'investissement pour des raisons RSE, environnementales notamment. Et c'est très bien. Ça va créer de la valeur économique, c'est-à-dire pour notre collectif national, pour nos communautés. Pour les entreprises, il y a une espèce de barrière terrible. Ce n'est pas comme dans la révolution digitale où tout le monde y gagne. Il y a celles qui vendent des solutions environnementales et il y a celles qui vont devoir les payer sans que ça leur rapporte financièrement quoi que ce soit. Combien nos futures législations, nos futures réglementations vont donner lieu à de l'investissement non productif dans notre industrie française, nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui. Il y a des choses parcellaires. Nous n'avons pas réellement de trajectoire d'investissement nécessaire parce que les législations s'empilent les unes après les autres, donc il n'y a pas de visibilité sur l'objectif à atteindre. Mais c'est quand même une véritable question sur la manière dont notre outil productif va pouvoir évoluer. Voilà un petit peu sur la modernisation de l'outil productif. Et vous voyez les ordres de grandeur sur cet enjeu de modernisation sont à peu près les mêmes que ceux sur la relocalisation ou bien sur les nouvelles filières. On est sur des enjeux qui ne sont pas mineurs. Voilà, je souhaitais, avant de parler des territoires, vous faire un peu le paysage de ce qui est devant nous, des enjeux, des choses qu'on peut faire rapidement, des choses qu'on pourra faire dans le temps, en se musclant progressivement, et puis des inconnus qui sont en face de nous. Alors,
Sur ce sujet-là, quels sont les leviers de politique publique? Et je vais arriver au rôle des territoires. D'abord, un petit retour sur l'histoire. En 1975, choc pétrolier, on rentre dans une société qui est pensée en France comme étant post-industrielle. On arrête les politiques industrielles et avec le modèle gaulo-pompidolien d'excellence autour des grands programmes qui nourrissent des leaders mondiaux qui sont encore nos fleurons industriels et qui ont constitué le noyau des filières qu'on connaît encore aujourd'hui. À partir des années 90, on revoit poindre des éléments de politique industrielle, mais beaucoup plus territoriales, avec des clusters, des systèmes productifs locaux, que je lis en fait à un début, je dirais, de dualité ou de schizophrénie dans nos politiques. Macroéconomiquement, on reste totalement aligné sur une société post-industrielle, mais la souffrance dans les territoires liés à la désindustrialisation commence à être telle que ceux qui, à l'époque, étaient en charge des politiques d'aménagement du territoire, la DATAR notamment, commencent à pousser de nouveaux outils en disant on ne pourra pas tenir très longtemps avec une telle souffrance territoriale. Et donc, on voit poindre des politiques industrielles territorialisées. Et cette dualité est très très forte, par exemple, dans la décennie 2000-2010. Pour ceux qui ont envie, penchez-vous sur l'histoire des pôles de compétitivité, comment ils ont oscillé d'outils de filières. Au début, il devait y en avoir 15, à peu près le même nombre que nos filières, pour aider aux grands groupes d'aller chercher de l'innovation dans les PMI en outils territoriaux. Et aujourd'hui encore, quand vous lisez les évaluations des pôles de compétitivité, vous retrouvez cette dualité originelle des pôles de compétitivité. Certains sont très adossés à des filières, d'autres sont devenus des outils de développement économique territoriaux ou régionaux. Prise de conscience autour de 2010, c'est ce que je vous disais, et là on remuscle collectivement et globalement les politiques industrielles avec honnêtement un résultat qui est mitigé, il faut se le dire, même si on adore se glorifier, mais on n'a fait que stabiliser notre industrie à un niveau très faible. 10% d'industrie manufacturière, en fait on n'ose pas le dire, c'est 9,9% du PIB. Ça monte jusqu'à 12% quand on met dedans l'agroalimentaire et les industries d'énergie et de réseau. C'est le plus bas chiffre d'Europe pour un pays diversifié de la taille de même les pays moyens européens. On était content avant, il y avait le Royaume-Uni qui était au même niveau que nous, il vient de sortir de l'Europe, donc maintenant on est le dernier du peloton. Et même quand on prend les concepts d'industrie élargie, parce que quand on dit ça, on dit « Ah oui, mais il y a les services à l'industrie ». La France avait un système de rigidité du contrat de travail tel que les industries ont beaucoup externalisé leurs services. Eh bien, si vous rajoutez même l'industrie élargie, on est toujours les derniers de la classe en Europe. Donc on a réussi à se stabiliser, mais en queue de peloton. C'est bien, mais quand même ça pourrait être mieux. Et globalement, le sentiment que ça donne, c'est que pendant cette décennie, et j'y ai participé, on a pas mal tâtonné pour trouver quels pouvaient être les bons leviers de la politique industrielle. On avait une lecture de notre politique qui était liée au grand programme gaulo-pompidolien. En fait, en 2009, on a réouvert le livre Pompidou-De Gaulle, on a effacé un peu la poussière qui était dessus et on a voulu faire la même chose avec les filières, les grands groupes. Et je pense qu'on n'a pas perçu combien le monde avait changé. Et que si aujourd'hui on veut faire une vraie politique industrielle qui nous permette de redonner de la vie, de l'espoir, de la cohésion territoriale, il faut arriver avec un nouveau logiciel, une nouvelle lecture du monde qui est autour de nous. Pour moi, elle se porte sur 4 ou 5 éléments que je donne là. Alors, la compétitivité, on l'a traité. Aujourd'hui, le coût du travail en France est le même qu'en Allemagne. On a encore un problème de compétitivité fiscale. Le débat des impôts de production est sur la table. On sait ce qu'on doit faire. Je dirais, pas la peine de rajouter à la réflexion, il faut passer à l'action. Ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas donné de sens. Est-ce que pendant 10 ans, on a dit à quoi servait l'industrie en France ? On a dit, il faut de l'industrie, c'est très bien, mais je reprendrai l'expression de De Gaulle sur l'Europe. On a sauté comme des cabris en disant l'industrie, l'industrie, mais est-ce qu'on a expliqué à nos concitoyens pourquoi des ressources publiques devaient être orientées vers l'industrie? On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, avec 2 crises majeures qui sont les gilets jaunes et la crise de la Covid-19, on a l'explication qui a été faite pour nous par ces crises, et ça aurait été sans doute mieux d'anticiper. Il y a 2 raisons pour lesquelles on doit refaire de l'industrie en France. La cohésion des territoires, la cohésion nationale. On ne peut pas continuer à avoir des métropoles qui s'opposent aux territoires. Ça va nous péter au visage politiquement. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un problème de dépendance et de souveraineté économique qu'a extrêmement bien illustré la crise de Covid-19.
Donc aujourd'hui, on a les éléments d'un discours politique qui permet à des politiques d'expliquer pourquoi il faut plutôt réduire les impôts de production que de baisser la TVA, par exemple, parce que c'est comme ça que le débat politique se pose en termes de décision. Ensuite, il y a 4 points clés et je développerai les territoires. Après, donc il y a les territoires. L'industrie, ça se passe dans les territoires. Piloter l'industrie à partir du central est une erreur. Il y a une étude, enfin, pas totalement une erreur, mais partiellement une erreur. Il y a une étude de France Stratégie, la fabrique de l'industrie, qui dit que 40% des facteurs de compétitivité de nos PMI et de nos ETI sont liés à des facteurs locaux, indépendamment des secteurs dans lesquels ils sont et des politiques sectorielles. Alors ce chiffre, il est toujours contestable, hein. Ces modèles économiques peuvent être triturés dans tous les sens, mais il y a une partie importante de la compétitivité de nos PMI qui font le tissu économique français qui est liée à leurs écosystèmes territoriaux. Et si on ne s'en occupe pas, si on fait que de la filière verticale, il ne faut pas les opposer, il faut les rendre complémentaires, on rate la moitié des facteurs de compétitivité. Le deuxième point, et je vais développer après ce qu'on peut faire sur ce sujet-là. Souveraineté productive, on en a parlé, il y a à peu près 20% de nos importations qui sont des importations critiques, stratégiques, peut-être même souveraines, qu'on a laissées passer à l'étranger, dans des pays lointains, qui peuvent avoir des géopolitiques qui ne sont pas forcément des géopolitiques amis. Clairement, aujourd'hui, on a une compétition de blocs économiques nord-américains, européens, chinois, en attendant peut-être d'autres. Financement et fonds propres. C'est un mal récurrent de l'économie française. Elle se finance par la dette parce qu'on a des super banques. Mais 60% du financement de notre économie, c'est de la dette, 40% en fonds propres. La moyenne européenne, c'est 50-50. Aux États-Unis, la dette, c'est 25% du financement des entreprises. 75%, c'est du fonds propre. Je ne vous dis pas dans ces cas-là, enfin, vous pouvez comprendre la prise de risque que peuvent se permettre les entreprises américaines avec 75% de fonds propres et 25% de dette. Vous n'avez pas un banquier qui gère le risque de la même façon que votre banquier quand vous êtes à 60% de votre financement entre les mains du banquier. Et le paradoxe en France, c'est que les Français ont plein d'épargne. 1 750 milliards d'euros positionnés dans les assurances-vie. Il faut 50 milliards seulement pour capitaliser correctement les industries françaises. Ce n'est pas un problème de ressources, c'est un problème de tuyaux. Grand enjeu, à mon avis, des 5 prochaines années. Et le 4e point que j'évoque juste avant de retourner sur les territoires, c'est les écosystèmes collaboratifs. En France, on a beaucoup collaboré à travers les chambres de commerce qui maillaient les territoires. Alors les chambres de commerce, elles datent de 1500 quelque chose. La première a dû naître à Marseille pendant ce siècle-là. Leur mode de fonctionnement actuel, il date de 1898, je crois. On collabore aussi beaucoup dans les filières. Et encore une fois, je n'ai pas un discours anti-filière, je dis simplement qu'il faut rééquilibrer. La naissance des filières, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Elles ont surtout été inventées dans l'agroalimentaire d'abord, et puis elles sont devenues un peu notre modèle de structuration de collaboration. C'est quand même des outils qui ont entre 120 et 60 ans. On est maintenant dans un autre monde, qui s'appelle notamment le monde de la collaboration digitale. Dans votre vie privée, quand vous voulez collaborer, vous allez sur un réseau social. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tous les cas, ça a été sacrément efficace. Et aujourd'hui, le véritable challenge, à mon avis, qui est en face de nous, c'est qu'il faut réinventer un mode de collaboration entre nos entreprises qui passe par des plateformes digitales, où on se regroupera sur une thématique, l'hydrogène, sur un territoire, le Nord-Franche-Comté, le territoire lac-potable, pour donner des territoires d'industrie lac-potable. Et qu'il faut que ces communautés en plus soient interconnectées pour que les entreprises qui y soient puissent participer à différentes communautés. On a un vrai enjeu de renouveler la collaboration qui est un facteur de compétitivité hors coût qui est essentiel. Alors j'ai plus le retour, s'il vous plaît, voilà. Il me reste 15 minutes et je vais parler pendant 15 minutes des territoires maintenant. Le retour qu'on peut faire sur comment est-ce qu'on peut faire rentrer, quelle est cette brique politique qu'on peut avoir sur les territoires, est assez simple. Le premier point, c'est qu'il faut faire confiance aux territoires.
Et ça, ce n'est pas évident dans un système politique, administratif qui est jacobin. Il y a, je dirais, de temps en temps, des réactions individuelles, naturellement pas collectives, de mépris de fonctionnaires de la fonction publique centrale à l'égard des fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Et tant qu'on restera dans ce type de rapport-là, la confiance ne naîtra pas, on nourrira la méfiance. Deuxième, ça c'est vraiment le cadre collectif, hein, il faut avoir confiance dans nos territoires. Ensuite, si cette confiance était acquise, au moins un peu, et elle l'est dans un certain nombre de programmes, hein, et j'étais enchanté, ça a été une expérience fantastique de travailler sur territoire d'industrie. La deuxième conviction, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite. Chaque territoire a son histoire, sa culture. On ne peut pas plaquer une politique d'un territoire sur l'autre. Ça, c'est un peu difficile parce que quand même, le copier-coller, c'est vachement sympa. Ça facilite beaucoup de choses, ça met tout le monde dans le confort. Mais l'autre partie qui est assez enthousiasmante, c'est qu'il n'y a pas non plus de fatalité qu'on a constatée. On a longtemps cru que pour se développer, y compris industriellement, il fallait être proche des lignes TGV, il fallait être proche des ports, il fallait avoir une autoroute. Alors c'est vrai, ça aide, hein, indéniablement. Mais si vous regardez le succès d'un territoire comme celui autour de Figeac, la Mécanique Vallée, eh ben, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures de transport qui les servent et ils sont pourtant super performants. Donc il n'y a pas de fatalité. Ce qui est absolument clé, les seuls points communs qu'on pourrait donner pour avoir cette dynamique territoriale, si on leur donne une confiance, hein, c'est qu'il faut une animation. Il faut que ce soit incarné. Il faut des élus ou des chefs d'entreprise qui portent un projet de territoire. C'est absolument clé. Sans faire du name and shame, mais il y a un certain nombre de territoires dans l'est de la France qui ont beaucoup souffert de la désindustrialisation, et vous pensez naturellement à l'arrêt des mines, l'arrêt de la sidérurgie. Les cadres, mais ce n'est pas que les cadres publics, élus ou administratifs, c'est aussi dans la tête des responsables d'entreprise. Ils sont en attente de quelque chose de la nation. La nation leur est redevable dans leur tête. Ça ne marchera pas s'ils continuent d'être comme ça. Alors ils ont peut-être raison, hein, ils ont beaucoup souffert par des choix, par l'histoire, le récit national économique qu'on a voulu faire avec la désindustrialisation. Mais s'ils restent dans l'idée que l'État a une dette vis-à-vis d'eux, ben je suis au regret de dire que l'État aura beaucoup du mal à l'honorer. Si en revanche, ils se prennent en main et montent leurs projets au pluriel, dans ces cas-là, ils rencontreront certainement une oreille très attentive des responsables nationaux. Autre point commun à tous les territoires, c'est l'ingénierie. On a tellement paupérisé nos territoires que certains n'ont même plus la capacité de monter leurs projets. Alors c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, mais il faut de l'ingénierie pour monter des projets. Ça ne se fait pas comme ça en jetant un papier blanc. Il faut des porteurs de projets, des chefs de projet. Et il faut aujourd'hui, maintenant que la maturité des projets des territoires, et je pense notamment à un territoire d'industrie, est bien avancée, il faut aller faire l'ingénierie financière. Comme je vous le disais sur les fonds propres, en France, il y a de l'argent. Par contre, il faut aller le chercher. Il faut monter un projet avec 4 ou 5 sources de financement. C'est comme une boule de boîte de nuit, si vous m'excusez l'image. Il faut présenter la bonne couleur en fonction de chaque financeur. Ce n'est pas évident, c'est un art, c'est un savoir-faire. Et il faut que vous ayez dans vos territoires des gens qui savent faire ça pour monter les financements des projets. Et ensuite, c'est à la carte. Alors, je vais penser 6 sujets qui, à mon avis, sont clés dans un projet de territoire. Le premier, c'est la formation. On a centralisé un peu la formation auprès des branches récemment pour qu'elle soit plus proche des entreprises. Super. On a oublié un truc, c'est que la mobilité professionnelle des Français, elle est à peu près au maximum de 30 km. Vous vous souvenez de Métal Europe, une fermeture d'usine qui a fait scandale dans le nord de la France ? À peu près 100% des employés ont eu une proposition d'emploi à la sortie. Moins de 5% l'ont accepté parce que le rayon moyen était 90 km. Une usine comme ça qui ferme dans un territoire, c'est un territoire qui peut partir en faillite si c'est l'employeur principal. Hein. Si c'est 200, 300 emplois qualifiés dans un territoire et que vous n'arrivez pas à... Donc la formation est un sujet territorial. Il faut des GPEC territoriales. Il faut que les territoires s'emparent de la formation, même si ce n'est pas leur compétence. Deuxième point qui est clé, on manque de foncier industriel.
Territoire d'industrie de Dieppe, il y a 1 an et demi, il n'avait plus que1 hectare de foncier industriel disponible pour faire des nouvelles implantations. Pour refaire de nouveaux territoires industriels, avec toute la labellisation, les PLU, il fallait au minimum, si tout se passait bien, 6 ans. Les territoires ont une responsabilité pour fournir du foncier et en plus l'équiper. Une usine aujourd'hui, elle ne veut pas simplement 1 mètre carré, une route, des trottoirs, un accès à l'eau, l'électricité et l'égout. Elle veut aussi des services. Recyclage des déchets, services digitaux, accès à une infrastructure digitale de qualité. Ça, c'est la responsabilité des territoires. 3e sujet, réfléchir la mobilité entre les lieux de travail et les lieux de logement. Dans toutes les villes de France, vous avez des transports en commun entre le centre commercial et le centre-ville ou les quartiers résidentiels. Pas dans tous, vous les avez vers la zone industrielle. Et dans une économie où le pouvoir d'achat stagne, où tous les ménages n'ont pas la possibilité d'avoir 2 voitures, organiser la mobilité collective vers les lieux de travail est absolument clé. Qu'elle soit en piste cyclable, c'est l'exemple que je vous donne là, ou en transport en commun, c'est absolument clé. Voilà une autre des responsabilités qu'ont les territoires. Animation des territoires, je vous en ai parlé déjà, je ne reviens pas, je pense que c'est absolument clé. Dotez-vous d'ingénierie de territoire. Faites-la payer par l'État s'il le faut. C'est le cas en partie des 44 chefs de projet qui ont été cofinancés par l'État dans le territoire d'industrie. Un projet, ça ne naît pas comme ça, avec la rosée du matin. Il faut des gens qui sachent les porter pour animer les territoires. Développer les écosystèmes productifs. C'est la version territoriale de ce que je vous ai dit. Une partie de la compétitivité, de l'innovation, de la résilience de vos entreprises dépendra des communautés dans lesquelles elles sont. C'est de la compétitivité hors coût. Accompagnez des communautés digitales. Faites en sorte que vos entreprises collaborent entre elles, territorialement, mais aussi dans d'autres communautés thématiques qui leur permettent d'apprendre, d'innover, de trouver des nouvelles affaires. Et enfin, il faut attirer du cadre. Alors, la crise a beaucoup aidé, mais l'attractivité de Charleville-Mézières pour un jeune couple de cadres diplômés n'était pas terrible avant la crise. Je fais un fait, hein, je ne stigmatise pas Charleville-Mézières. Et donc, à partir de là, il y a une responsabilité d'offrir des infrastructures de qualité de vie. Alors, encore une fois, ce que je vous dis, peut-être sur la formation, est un petit peu en décalage par rapport à ce qu'on dit habituellement. Peut-être sur la mobilité entre le lieu de travail et les lieux de résidence aussi. Mais vous n'avez pas des projets exceptionnels, hein. Les collectivités territoriales, avec des compétences normales ou qu'elles peuvent acquérir facilement, savent piloter des projets comme ça et ils sont absolument clés pour leur attractivité et pour leur développement des territoires. J'ai repris ici une liste un peu plus longue. Il y a 6 exemples que je vous ai déjà faits, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste en parler d'un certain nombre. Donc les outils de formation, on en a parlé. Encore une fois, n'oubliez pas, la mobilité professionnelle des Français, c'est 30 km. Il faut les former sur leur territoire. Le foncier avec les services qui vont avec, des hectares, mais pas simplement des hectares viabilisés. Le logement et la mobilité entre le lieu de logement et le lieu de travail. L'animation, les écosystèmes, on en a parlé. Accompagner et soutenir les porteurs de projets dans la complexité administrative. On a une réglementation qui est super complexe. On essaye de la simplifier. Il y a sans doute une dimension qu'on n'a pas attaquée. On fait des lois de simplification. On n'a pas attaqué complètement le chantier culturel qui touche à notre administration. J'en suis issu. Elle a beaucoup de qualités. Elle a quand même un trait culturel, c'est qu'elle fonctionne par le contrôle-sanction. On n'est pas dans une administration qui accompagne les porteurs de projets. Il y a un changement culturel à faire sur ce sujet-là. Il est sans doute en cours, sans doute émergent. Et donc, les élus locaux, les présidents d'agglo, n'hésitez pas à prendre votre téléphone, à aller sonner un sous-préfet, un directeur régional d'une administration centrale pour accompagner un porteur de projet qui, parfois, quand c'est un patron, par exemple, de PMI, se sent un petit peu seul devant la machinerie administrative. C'est votre devoir. Accompagner les efforts relatifs à l'attractivité de l'industrie, c'est plus large, c'est plus long terme. L'industrie a été méprisée pendant 30 ou 40 ans.
Tu iras à l'usine, mon fils, si tu échoues à l'école. La phrase est quand même bien connue. Alors que vous trouvez aujourd'hui dans des industries digitalisées des carrières fantastiques, enthousiasmantes, où on travaille avec l'environnement, le digital, le monde entier, avec des projets d'équipe. Ça ne se sait pas encore. Et donc, si au niveau du territoire, vous pouvez accompagner les efforts faits par les chefs d'entreprise pour montrer la réalité des métiers de l'entreprise, il y a sans doute quelque chose à faire. Les infrastructures de loisirs, de culture et de connectivité. Je repars sur la connectivité. Vous n'attirerez pas un couple de cadres dont vous aurez besoin pour la digitalisation de votre principale entreprise du territoire si au fond de son jardin, il n'a pas la 4G au mobile. Et pourtant, c'est la réalité d'encore d'un bon nombre de nos territoires. Donc sur la connectivité, qui est un bien maintenant quasiment commun, il y a encore des efforts à faire. L'acceptabilité sociétale de l'industrie. On a quand même un sujet en France. L'industrie est considérée comme polluante, nuisante. Et donc, autour de ça, il y a un discours qui s'est construit pendant 40 ans, qui a accompagné notre discours sur la désindustrialisation. Il ne faut pas nier la nuisance de l'industrie. L'industrie, ça quand même transforme de la matière avec de l'énergie. Donc, la matière rentrante et sortante, il faudra bien la transporter, éventuellement par des camions. Et donc, il y aura au moins cette nuisance-là, même si vous avez des process extrêmement propres. Mais entre l'image d'Épinal de l'industrie qui est faite et de sa réalité, il y a un écart. Et donc, pareil, au niveau des territoires, il y a sans doute un effort à faire pour accompagner l'effort des autres. Ça, c'est à l'industrie de le faire, mais pour accompagner et aider les efforts qui sont faits par les industriels pour démontrer que les nuisances de l'industrie ne sont plus ces grandes cheminées fumantes et polluantes dont on a encore l'image trop souvent. Et globalement, améliorer l'attractivité de votre territoire en ayant un projet. Alors, je vais traiter sur ce dernier point, un point qui a souvent été évoqué dans mes discussions, c'est faut-il spécialiser un territoire sur une économie ou pas? Et la meilleure réponse que j'ai trouvée est sans doute non. Un territoire, c'est tout petit à l'échelle d'une économie qui est mondialisée. Et si vous avez un retournement de cycle sur l'économie sur laquelle vous avez spécialisé votre territoire, vous allez sacrément souffrir. Donc il est sans doute préférable d'avoir une stratégie de diversification de l'économie de votre territoire. Néanmoins, il faut que vous ayez une image pour que vous soyez attractif. Et il est bien d'avoir une tête de gondole, si je reprends ce terme de la grande distribution. C'est-à-dire, vous dites « Ah, mon territoire, c'est le champion de l'agroalimentaire, de l'électronique. » Mais en fait, ce secteur-là, il fait que 20-30% de l'économie de votre territoire et vous êtes bien assuré que tout le reste, les 80 ou 70 restants, reposent sur d'autres filières, d'autres secteurs qui n'ont pas les mêmes cycles. Parce qu'encore une fois, si l'électronique se retourne ou si l'agroalimentaire sur lequel vous êtes spécialisé se retourne, vous risquez de vous retrouver avec un territoire qui part en sucette ou qui part en faillite. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous, à la fois sur notre histoire de désindustrialisation, sur nos espoirs de réindustrialisation qui sont réels, avec les 3 grands leviers qu'on maîtrise plus ou moins bien dans leur contenu et leur temporalité, les politiques publiques qu'il faut sans doute renouveler, les territoires qui sont pour moi un des piliers des politiques publiques que l'on doit faire pour le prochain quinquennat et qui part surtout sur le fait de faire confiance aux territoires. Il faudra faire confiance et sans doute leur donner des moyens. Je glisse juste cette petite idée-là. Dans la baisse des impôts de production, il faut peut-être réfléchir à la baisse, mais aussi à leur allocation. Il faut peut-être y trouver un moyen aussi que les territoires y trouvent des ressources pour les politiques et les projets que je viens d'esquisser. Je vous remercie pour votre attention, puis je vous souhaite un bon déjeuner. Merci.